Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assure vraiment l'avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de l'ISCOM. Alors aujourd'hui, on va traiter de la communication politique et publique. Alors, WeAreCom, qui sommes-nous? WeAreCom, on est un collectif de communicants passionnés. On essaye d'accélérer la transformation de notre métier et promouvoir sa valeur ajoutée. On est à la fois un média pour tous les communicants et un club spécialisé pour les équipes annonceurs. Le média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels, plus de 25 000 abonnés et plus de 50 000 personnes touchées sur les réseaux sociaux chaque mois. Quant au club, il est réservé aux annonceurs. Nous avons 18 équipes qui nous ont déjà rejoints et nous proposons chaque mois des ateliers thématiques comme sur le personal branding ou la com interne ou la sincérité perçue par les Français pour les derniers en date. Alors aujourd'hui, on excuse Gaspard Granzer qui n'a pas pu se joindre à nous, il y avait un empêchement, et on reçoit Valérie Lecable, directrice générale de Hill Knowlton Stratégie et directrice de la communication et porte-parole du ministère des Armées de 2016 à 2018. De l'autre côté, nous recevons Florian Sinicki, fondateur de l'agence La Frenchcom et directeur des études d'un parti politique, collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale de 2007 à 2012. Alors, la communication, c'est quoi ? La qualité de notre communication est déterminée non par la manière dont nous disons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises, a dit Andrew Grove, un ingénieur américain cofondateur d'Intel. Alors, toujours 3 points communs à la communication. Se faire connaître pour développer sa notoriété, se faire aimer pour se rendre attractif, et enfin faire agir, donc pousser le client à passer à l'action, à acheter, à voter. Alors, les techniques de communication. La communication traditionnelle, média, c'est la télévision, la radio, l'affichage, le cinéma, la presse, Internet. Il existe aussi la communication hors média, le web, le lobbying, les relations presse, les relations publiques, l'influence ou les réseaux sociaux. Alors, on est parti pour la com politique. Alors, la com politique, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de favoriser le soutien de l'opinion publique lors de l'exercice d'un mandat ou de la conquête du pouvoir. Alors, on a sélectionné quelques fun facts de la com politique. Par exemple, Abraham Lincoln a créé une sorte de première social room. Lorsque le télégraphe a été inventé, pendant son mandat, il a envoyé plus de 1000 télégrammes, ce qui lui a fait gagner la guerre civile. Également, cette photo, prise par Matthew Brady, un photographe de l'époque, et Lincoln avait affirmé « Brady m'a fait président ». Alors, la force tranquille, c'est la star stratégie de Séguéla, utilise François Mitterrand. C'est en fait donner une dimension affective à un produit ou à un personnage
donc de la valeur d'usage à la valeur d'image par le physique, le style, le caractère. Emmanuel Macron a généré plus de 7,6 millions de vues en une journée pour la mise en scène du défi pour soutenir une action autour de la jeunesse. La com publique, alors. La communication publique est une communication d'intérêt général émise par les administrations, les collectivités territoriales et les organismes publics. Prévue par la loi, elle constitue un service public à part entière. Alors, quelques fun facts de la com publique. The Best Job in the World, c'était un État en Australie qui avait fait cette campagne pour devenir gardien d'île. Et ça avait fait plus de 34 000 candidatures dans 200 pays et 61 millions d'euros de retombées médiatiques. Et un autre fun fact de la com publique, c'est la gendarmerie des Vosges qui a plus près de 80 000 followers sur Twitter parce que leur community manager est assez marrant et attire les followers. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. C'était une campagne qui a été énormément reprise où Karl Lagerfeld a porté un gilet jaune sur le podium final du défilé de Chanel. Alors maintenant, on va laisser la parole aux pros. Donc, encore une fois, Valérie Lecal et Florence Simonki, merci de participer. Vous pouvez envoyer vos questions sur les réseaux sociaux à #AskIscom dès maintenant et tout au long des questions-réponses. Alors, Florian, je vous laisse vous présenter. Écoutez, c'est l'occasion pour moi d'abord de féliciter WeAreCom, ce que vous faites, c'est vraiment super. La performance d'ailleurs que vous venez de rapidement évoquer illustre la qualité de ce que vous faites. Et on a, nous, les communicants, plus que jamais besoin de vos idées, de votre engagement dans le renouvellement des méthodes et de la façon de percevoir ces métiers qui sont en perpétuelle mutation. J'en profite également, même si vous avez, je l'ai vu afficher mon CV, j'en profite pour vous dire que je ne suis évidemment plus le directeur des études d'un parti politique, même si j'ai effectivement été à la direction des études des Républicains. Voilà, mais j'ai effectivement eu la chance d'accompagner un certain nombre de personnalités politiques au quotidien dans leur communication politique comme dans la création d'informations publiques. Merci beaucoup. Merci. Valérie, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, écoutez, merci d'avoir pensé à moi, c'est très sympa. Écoutez, moi j'ai un long parcours de journaliste, j'ai travaillé dans beaucoup de médias, j'ai dirigé des journaux de presse écrite comme François ou Le Nouvel Économiste, puis la chaîne de télévision iTélé devenue CNews aujourd'hui. J'ai passé 10 ans dans des quotidiens économiques, 10 ans dans des hebdomadaires, 4 ans en radio et en télévision, pour finalement basculer dans la communication en 2008. J'ai été 2 ans et demi directrice de la délégation information, porte-parole du ministère de la Défense, devenu ministère des Armées. En tant que tel, je faisais un point de presse toutes les semaines. Quand j'étais chez TBWA, j'ai participé à des campagnes politiques, celle de François Hollande. Le changement, c'est maintenant, c'est nous qui avions fait ça. La campagne du Sénat aussi. Enfin, j'ai fait pas mal de campagnes politiques et je suis depuis 2 ans directrice générale de Hill & Knowlton Strategy, donc qui est une agence qui est le bureau parisien du réseau international Hill & Knowlton, dont vous avez peut-être entendu parler. J'en discutais hier avec un journaliste qui connaît bien les États-Unis, Alain Frachon du Monde, qui m'a dit, mais quand j'étais correspondant à Washington, Hill & Knowlton avait son siège carrément au sein du Parlement, tellement ils étaient bien implantés. Voilà. Donc, on est une agence d'influence dans tous les sens du terme. On est dans 45 pays avec 85 agences. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous aimez le social media ou des choses comme ça, on recrute un petit peu en ce moment. Donc, vous pouvez éventuellement m'envoyer une candidature si vous avez bien sûr fini vos études. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Première question, pourquoi et quand avez-vous décidé de vous orienter vers la communication? Valérie, si vous voulez commencer.
Écoutez, j'ai décidé en 2008, ça a été vraiment une opportunité à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Je venais de quitter iTélé à l'époque et je cherchais un peu la nouvelle marche. J'avais un peu fait le tour, j'avais fait du quotidien, de l'hebdomadaire, de la radio, de la télé, etc. Et quelqu'un que j'avais rencontré en vacances au Club Méditerranée, qui était vice-présidente de TBWA Corporate à l'époque, m'appelle en me disant, écoute, on est en train de changer pas mal l'organigramme, est-ce que ça te dirait? Je l'ai écouté un peu surprise en me disant est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que etc. Et puis après avoir longtemps discuté avec des personnalités que vous connaissez peut-être comme Nicolas Bordas qui a une empreinte digitale considérable, comme Jean-Marie Dru qui avait inventé à l'époque la disruption et comme Marie-France Lavarini qui faisait de la communication politique, qui avait travaillé avec Lionel Jospin. Écoutez, j'ai été séduite. Je pensais y rester un peu pour voir. Et puis, voilà, ça fait 13 ans maintenant que je fais ça. Donc, finalement, j'ai eu raison et ça a été une bonne transformation pour ma seconde carrière. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Florian ? Moi, ce n'est pas un choix du hasard. J'ai toujours voulu faire de la communication. Ce qui m'a intrigué, c'est d'abord cette incapacité de la plupart des hommes politiques à réussir à toucher leur cible électorale correctement. Cette capacité ou cette incapacité constante, y compris dans un environnement où la multiplication des dangers liés à l'information est constante, des hommes politiques à pouvoir parler la même langue que leurs électeurs ou au fond à s'adapter aux nouveaux usages à travers les plateformes comme les nouveaux réseaux sociaux que l'on connaît et sur lesquels ils étaient présents sans véritablement à la fois en comprendre les codes ni même en véritablement engageant un dialogue qui est pourtant aujourd'hui absolument indispensable. D'accord, c'est très clair. Question suivante. À quoi ressemble une journée type dans l'univers de la com politique ou publique? On peut continuer à faire comme c'est validé. Écoutez, elle a de ça de commun avec le journalisme, c'est qu'en fait, elle ressemble à rien parce que c'est non-stop. Voilà, la politique et la communication publique, quand vous travaillez au ministère de la Défense, par exemple, vous êtes mobilisé absolument en permanence puisque vous êtes complètement dépendant des événements extérieurs qui s'impose à vous. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on anticipe. Bien évidemment, il y a toute une partie. On dit toujours protéger et proposer. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire en communication. On est là pour protéger la réputation et on est là en même temps pour construire une réputation. Donc, en général, ce qu'on essaie de construire, on l'anticipe, on le construit, on réfléchit à des stratégies de communication. On positionne des gens, qu'il s'agisse d'institutions comme le ministère des Armées ou qu'il s'agisse de personnes comme des ministres, des présidents de la République, des présidents des Sénats, etc. C'est-à-dire, c'est quoi un positionnement? C'est d'essayer de trouver leurs différences, qu'est-ce qu'ils apportent que les autres n'apportent pas, et qu'est-ce qui fait qu'ils sont uniques et qu'on a vraiment besoin d'eux. Mais on est aussi beaucoup en protection avec des sujets qui tombent et qu'on n'a pas forcément prévu. Alors au ministère des Armées, malheureusement, ça pouvait être, par exemple, le décès d'un soldat en opération, ça pouvait être des prises de parole intempestives. Je pense récemment, j'y étais plus, mais ça aurait pu être le cas, les tribunes qu'ont publiées les militaires ou des sujets divers et variés. Quand j'y étais, eh bien, il y avait une manifestation de femmes de militaires, par exemple, qui considéraient que leurs époux n'avaient pas suffisamment de moyens et n'étaient pas suffisamment protégés dans les théâtres d'opération où ils étaient. Donc voilà, c'est toujours ce double pilier en fait de construction pour donner une vision, ce qu'on appelle une vision qui est le mot-clé de la communication quand même, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut embarquer les gens, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va faire. Et puis en même temps, cette protection qui est plus inopinée et sur laquelle il faudrait agir très vite, ce qu'on appelle la communication de crise en fait,
parce que la communication politique, c'est beaucoup de la communication de crise aussi. Donc, une journée, eh bien, ça ressemble à quelqu'un qui est sur le pont en permanence, qui se lève tôt, qui regarde ses messages et ses mails et ses textos et les alertes et ce qui s'est passé dans l'actualité. Hein, bien sûr, il faut lire, il faut avoir le goût de suivre l'actualité. Alors, moi, j'allais dire de lire les journaux parce que je suis un peu old school, mais il y a évidemment tout ce qui est les réseaux sociaux, Internet, enfin tout ce qui tombe en instantané, en permanence. Donc, être en alerte sur tous les médias, évidemment, sur Twitter, parce que Twitter est d'abord un instrument, enfin souvent un instrument politique, enfin dont les hommes politiques préfèrent que d'autres. Mais maintenant, il y en a des tas d'autres. Voilà, suivre comment les reprises, écouter les matinales à la radio pour avoir un petit peu l'air du temps, de ce qui est en train de se passer, de comment va se dérouler la journée, qui se clôture un peu symboliquement par ce journal de 20 heures là qui raconte comment ça s'est fait. Et donc ça s'arrête pas le samedi, ça s'arrête pas le dimanche. Au contraire, le dimanche est un moment très fort de la vie politique en général, puisqu'il y a, comme vous le savez, ce jour-là, toutes les grandes émissions avec les chaînes de télé, les radios, etc., et que les hommes politiques affectionnent pour faire des annonces importantes. Donc, en gros, vous êtes sur le pont tout le temps. Donc, il faut être passionné, il faut avoir vraiment envie de faire ça, il faut être passionné à la fois de politique et à la fois d'actualité, parce que pour être bon, il faut quand même être vraiment très, très infiltré et très, très averti de ce qui est en train de se passer. Alors, il y a des petites questions qui commencent à être posées. Héloïse demande, faut-il oublier ses propres convictions politiques pour faire de la communication politique? Est-ce qu'on a le choix? Écoutez, c'est toujours mieux d'être en accord avec les gens qu'on pousse, hein, parce que sinon, bien sûr qu'on a le choix. Heureusement qu'on a le choix. On a le choix de sa vie et on a le choix de ce qu'on fait. Moi, personnellement, j'ai rejoint le ministère des Armées. Pour quelle raison? Ça peut paraître complètement saugrenu, mais j'ai été candidate à ce moment-là parce que c'était juste après les attentats de 2015, que j'avais des amis qui étaient morts dans l'attentat de Charlie Hebdo, Tinius, le dessinateur, qui était mon dessinateur à l'événement du jeudi, et puis Bernard Maris, qui était chroniqueur à iTélé quand j'y étais. Donc, j'ai eu envie de faire quelque chose et d'apporter ma pierre à cette lutte contre le terrorisme qu'on a vécu pendant des années. Et ce poste était disponible. J'ai donc candidaté pour l'obtenir. Et ça a été absolument passionnant. La communication politique, c'est une forme d'engagement quand même. Être porte-parole, c'est très difficile. Il faut être extrêmement jeune. Je ne fais allusion à personne, pour pouvoir dire un jour le contraire de ce qu'on a dit la veille. Moi, personnellement, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire un âge bien avancé pour ma vie professionnelle, j'ai besoin de croire dans ce que je fais et dans ce que je dis, surtout avec 27 ans de journalisme derrière moi. Donc, du coup, oui, et bien sûr qu'on a le choix des gens pour qui on travaille. Et voilà. Après, je dirige une agence dans laquelle je peux pas vous dire que tous mes clients sont mes meilleurs amis, mais ce sont des clients neutres et qui ne sont pas forcément des clients uniquement politiques. Ce sont des entreprises ou des gens comme ça. Mais je conseille pas trop de s'engager en politique, en communication politique, dans des domaines auxquels on ne croit pas, parce qu'on ne peut pas être très bon et puis on ne peut pas être très heureux non plus, je pense. Beaucoup. Et vous, Florian, alors la journée type et les convictions? C'est une question passionnante. D'abord, je vais vous dire qu'il ne faut pas confondre la communication politique et la communication publique, que ça n'a strictement rien à voir. Je veux vous dire que c'est évidemment le mal de l'époque de confondre les deux et que ça alimente beaucoup la défiance des citoyens à l'égard de cette parole publique. La communication du politique et la communication politique, ça n'est même pas d'ailleurs la même chose et il y aurait des tas de choses à dire sur ces deux sujets, mais ce n'est pas l'objet. En tout cas, que chacun garde en tête que ça n'est pas la même chose et qu'il n'y a pas de confusion possible entre les deux. Moi, je crois que chacun doit être évidemment guidé par ses propres convictions, mais que le travail du communicant, ça ne se résume jamais à être un militant politique et que lorsque vous devez défendre l'image de quelqu'un, lorsque vous devez contribuer à faire en sorte que
la proposition portée par une personnalité politique s'impose dans le débat public, où est la visibilité qu'elle mérite, médiatiquement et numériquement. Ça n'a pas de lien particulier avec ce que vous croyez, avec ce que vous avez envie, vous, de faire de votre engagement politique. Et je crois que ça ne peut que brouiller votre efficacité professionnelle que de confondre les deux. On peut être attaché à une personnalité politique, travailler pour elle au quotidien et avoir des désaccords. J'invite d'ailleurs chacun à constater que les hommes politiques changent régulièrement d'avis et c'est d'ailleurs normal puisqu'ils adaptent leur engagement, leur programme, leurs propositions, leur discours à un environnement qui lui-même change régulièrement, mute parfois brutalement. Et donc, vous pouvez être un jour d'accord avec votre patron ou votre client et le lendemain un peu moins. Ce n'est pas pour ça que vous ne ferez pas correctement ce pour quoi vous êtes payé. Ça n'est donc, à mon sens, pas un obstacle que d'avoir des convictions politiques personnelles propres, un engagement social, associatif et de donner des conseils en communiquant. Vous pouvez être un militant et un très bon militant engagé. Ça peut d'ailleurs être un supplément d'âme et vous donner l'énergie nécessaire pour vous dépasser, puisque, comme Valérie l'a parfaitement décrit, c'est évidemment un engagement de tous les instants. Vous mettez très souvent, comme l'homme politique lui-même, votre vie sociale, amoureuse, de côté pour pouvoir remplir au mieux ce pour quoi vous êtes payé et atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Et vous pouvez de l'autre être un communicant parfaitement épanoui et heureux. J'en profite aussi pour vous dire que chacun de vous a tout intérêt à faire ce en quoi il croit et à largement, sans filtre, tenter de faire ce qui le rend heureux au quotidien. Et la communication de crise, la communication politique et la communication publique, ce sont des secteurs dans lesquels on peut s'épanouir, on peut s'amuser, on est au tournant de toutes les mutations sociales et sociétales et ça rend ces métiers au quotidien absolument passionnants. Je veux enfin vous dire que vos clients ou vos patrons en politique, comme dans la haute administration, ils auront toujours plus d'imagination que vous pour se mettre en difficulté et vous proposer des challenges toujours plus grands à atteindre et ça rend ces métiers particulièrement enthousiasmants. Et en ce qui concerne votre journée type, du coup, à la Frenchcom, est-ce qu'il y a... Comment vous avez écrit, c'est quoi les journées types? Comme vous le savez, la Frenchcom, c'est une agence dédiée à la communication de crise et donc on intervient essentiellement aux côtés d'agences de relations presse traditionnelles, d'avocats pour aider les personnalités publiques ou non, plus ou moins connues, à faire en sorte de traverser au mieux les moments les plus difficiles de leur vie, qu'elles fassent face à des accusations, quelle que soit la gravité de ces accusations d'ailleurs, d'activistes. Balance ton port a été un exemple absolu des difficultés de s'adapter aux exigences de l'opinion publique dans un certain nombre d'entreprises. Bref, dans tous ces moments-là, on est à côté des dirigeants et on n'a pas de journée type parce que nos journées, au fond, on parle des journées, mais on pourrait parler des nuits ou des week-ends. Notre agenda quotidien, il est dicté par les crises de nos clients qui ne préviennent pas, qui s'anticipent peu au fond, contrairement à ce qu'on aimerait beaucoup. Et donc, c'est un dévouement de chaque instant au service de l'image de marque de nos clients, de la protection de leur réputation et de leur valorisation. D'accord, merci beaucoup. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans vos métiers? Alors, Valérie, je vous laisse commencer. Qu'est-ce qui est le plus stimulant? Elle n'est pas très facile cette question parce que, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est de garder cette posture un petit peu extérieure, en fait, de conseil. Voilà, j'ai passé 27 ans à être journaliste, je parlais de gens, je racontais les histoires des autres, voilà. Et quand j'ai basculé dans la communication, finalement, au lieu de parler des autres, j'ai commencé à aider les autres. Et donc, c'est ça que je trouve très stimulant et très motivant, c'est l'humain, en fait. C'est-à-dire, c'est d'être face à des personnes et de trouver la clé, le moyen de les accompagner et de les aider. Parce que, bien évidemment, eux-mêmes ne sont pas forcément les mieux placés pour juger leur propre action. C'est très compliqué de juger sa propre action. Et cette posture extérieure, comme je vous ai dit, ça fait que
15 ans que je fais ça. Donc, disons que j'ai commencé, j'avais à peu près 50 ans, un truc comme ça, enfin un peu moins. Et ça fait 13 ans, j'avais 50 ans, voilà. Et donc, c'était un moment de ma vie où j'ai eu envie de commencer, au lieu de raconter ou de juger comme un journaliste, j'ai commencé à avoir envie d'aider. Voilà. Et je trouve que la communication, ce qui, après, chacun a ses, il y a des gens qui ont la passion du métier, du résultat, etc. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est le côté très humain, presque un peu psychologique ou psychanalytique, hein, parfois. Enfin, je veux dire, on rentre quand même dans le cœur des personnes. Donc ça, c'est quand même très, très passionnant. Et d'essayer, par rapport à des situations dans lesquelles ces personnes se trouvent, de les aider à montrer le meilleur d'eux-mêmes, à dire le meilleur d'eux-mêmes, à construire des choses efficaces et qui atteignent les objectifs qui se sont fixés. Je pense que c'est, moi personnellement, par exemple, les campagnes politiques que j'ai faites ont été gagnées, toutes. Donc ça, c'est, enfin, que j'ai faites pour les autres, pardon, pas pour, que j'ai accompagnées, ont été gagnées. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous avez passé parfois, vous pouvez passer 3 ans sur une campagne politique parce que les campagnes politiques, vous les voyez surgir, mais elles ont été préparées de très longue date. Et vous avez passé des années entières à construire quelque chose, à rajouter des briques de communication, à prévoir des espèces d'agendas avec des séquences qu'on appelle des séquences de communication, avec une sorte de rétro-planning et pour essayer de balayer la totalité des sujets, etc. Et puis tout d'un coup, au bout de tout ça, il y a la victoire. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue. Enfin, je vous souhaite à tous de vivre des moments comme ça parce que c'est vraiment formidable. Et moi, ça m'a extrêmement passionnée. À chaque fois que j'ai eu la chance de me retrouver dans ce type de situation, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et par rapport à ma vie d'avant, c'était incroyable parce que moi, j'ai suivi des campagnes politiques en tant que journaliste et j'en ai organisé et accompagné en tant que communicante. Et par rapport à la posture extérieure que j'avais avant, je me retrouvais au cœur du réacteur d'une certaine façon et je voyais comment on racontait l'histoire aux journalistes. Et ça, c'est vraiment, ça, j'ai trouvé ça vraiment énorme en fait. Voilà. Donc personnellement, mais vous avez des tas de motivations différentes, hein. Il y a des gens qui ont fait de la communication toute leur vie et qui vous expliqueront que c'est la campagne machin qui les a le plus motivés. Vous avez des approches qui peuvent être assez différentes. Moi, c'est l'humain qui m'a le plus intéressée en fait. Peut-être que vous pourriez répondre aussi à une question justement qui porte sur le journalisme politique ou la communication politique. Sarah demande, beaucoup disent que la communication et le journalisme n'ont rien à voir. Et beaucoup de journalistes bifurquent vers la communication. Bah, écoutez, pas tant que ça, en fait, je trouve, parce que sincèrement, des reconversions réussies dans le type d'agence où je suis, c'est pas forcément évident. Parce que moi, j'ai été journaliste économique pendant 10 ans, je connaissais extrêmement bien les entreprises, enfin pendant 15 ans, 20 ans d'ailleurs, je sais pas, pendant tout le temps. Donc, je connaissais les boîtes, je connaissais comment ça fonctionnait, je connaissais les directeurs de communication, je connaissais… Après, à iTélé et à la radio, j'ai rencontré beaucoup aussi les politiques et les communicants. Et donc, effectivement, ça fait 13 ans que j'ai basculé dans la communication et plutôt avec plaisir et plutôt jusqu'à maintenant avec succès. Mais j'ai beaucoup de confrères qui s'y sont cassés les dents. Ça demande, si vous voulez, le journaliste, c'est un peu quand même… Alors, ça a changé, hein. Moi, quand j'ai démarré, le journalisme était encore quelqu'un de très respecté, de très reconnu. Aujourd'hui, c'est plus le cas depuis qu'il y a le web et cette espèce d'instantanéité. Mais j'étais journaliste d'investigation, j'ai écrit des livres, donc il y avait une espèce j'étais toujours à la droite du patron et tout. Après, quand vous devenez communicant, vous apprenez l'humilité quand même, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Vous n'êtes pas dans la même posture. Et quand il faut se faire taper dessus, c'est plutôt sur vous qu'on tape et pas sur les journalistes. Donc, il faut intégrer ça et réussir à trouver le bon ton et la bonne façon de se positionner, ce qui n'est pas forcément évident. Et beaucoup de journalistes n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas…
métier de journaliste, vous êtes extrêmement indépendant. Il n'y a pas beaucoup d'autorité dans ce métier. Dans le métier de communicant, il y en a beaucoup. Vous êtes quand même au service de quelqu'un. À la base, nous, on appelle ça des clients. Alors, ça peut être toute forme de client, mais c'est pas vous, au bout de l'histoire, qui décidez. Vous pouvez travailler sur des campagnes, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez lancer des appels d'offres, y répondre. Au bout de l'histoire, c'est quand même pas vous qui décidez. Donc, l'approche n'est pas tout à fait la même qu'un journaliste qui va écrire ce qu'il veut ou qui va raconter ce qu'il veut et qui va avoir beaucoup plus d'indépendance et de liberté, en fait. Merci beaucoup. Et vous, Florian, alors vous en parliez un peu avant, mais le plus stimulant dans votre métier? Ce que je vous propose, c'est quand même de répondre aux questions, parce que c'est vrai que parler de nous, c'est à mon avis pas très intéressant. On aurait sans doute chacun des choses évidemment intéressantes à raconter, mais je crois que répondre aux questions, c'est mieux. Donc si vous voulez, moi je vous dis 2 mots évidemment pour répondre à votre question, mais je vous propose aussi de pouvoir répondre aux questions qui sont intéressantes et qui sont posées. Ce que je trouve le plus intéressant dans les crises, ce sont les failles humaines qui ont donné naissance à ces crises. Vous avez beau accompagner les multinationales que l'on accompagne au quotidien et constater que malgré les process, les anticipations de crise, la préparation à la protection de la réputation, eh bien, il y a quand même des moments extrêmement compliqués pour les entreprises et il y a souvent derrière des failles humaines. Sur la reconversion journaliste, communicant, il faut constater d'ailleurs que François Hollande avait ce point commun avec Emmanuel Macron. Ils ont beaucoup tenté de se faire entourer et de se faire conseiller par des journalistes dont il est inutile de donner les noms, mais ça n'a jamais apporté les résultats escomptés, notamment parce qu'il y a au fond souvent cette arrière-pensée chez les dirigeants que se faire accompagner par un journaliste politique, c'est bénéficier de son carnet d'adresses, de son réseau, de l'influence qui était la sienne comme éditorialiste ou comme chroniqueur. C'est évidemment absolument faux. Mais ce qui est toujours, et ça ne se produit jamais, et puis même d'ailleurs souvent ça crée une défiance à l'égard de la personnalité qui quitte le monde journalistique pour intégrer le monde de la politique. En tout cas, quoi qu'il arrive, quoi que vous choisissiez comme voie professionnelle, la communication politique, le journalisme politique, faites ce qui vous guide, ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, les carrières sont hachées, il n'y a plus de carrière comme nos parents, il y a 15 ou 20 ans, pouvaient en connaître, d'une traite dans un secteur. Vous pourrez changer de métier, vous pourrez vous tromper, vous pourrez passer de l'un à un autre, accompagner des personnalités que vous n'aimerez plus ensuite. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer, à tester. C'est aussi comme ça que votre carrière se construira très pragmatiquement face à ce que vous aurez testé. Je crois d'ailleurs, pour répondre à l'une des questions, qu'il n'y a pas de parcours universitaire type, que l'expérience et l'envie comptent beaucoup dans la façon dont les agences, en tout cas la mienne, recrutent. Je vois qu'il y a une question notamment sur notre sentiment face à la situation qui peut être la nôtre de défendre des coupables. Moi, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un procureur, je ne suis pas là pour juger mes clients. Au contraire, je suis là d'abord pour les défendre, pour faire entendre leur voix. Et il y a cette défiance constante dans l'opinion publique à l'égard de tout ce qui est dit par les entreprises, par les politiques, par les organisations de manière générale, avec cette schizophrénie et cette suspicion constante dans l'opinion publique qui passe son temps à chercher ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit, à traquer les messages qui justifient les campagnes de communication ou les prises de parole des organisations et de leurs dirigeants. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce travers. Je crois que c'est aussi le rôle du communicant d'ailleurs, en crise comme en politique, que de savoir tisser un lien de confiance avec tous ces publics, les électeurs, les militants, les journalistes. De manière générale, notre objectif, c'est aussi au quotidien de pouvoir renouer un dialogue qui n'a plus lieu, de tisser un lien de confiance quand il s'est abîmé, de reconstruire une image quand elle est écornée. En tout cas, notre rôle à nous, ça n'est jamais de juger. Mais oui, sur la charge émotionnelle, vous avez à prendre sur vous l'émotion de votre client, à savoir lui donner ou lui redonner confiance en lui, savoir le guider en lui laissant évidemment toute l'autonomie qui est la sienne dans les moments où la personnalité qui avait tout peut avoir le sentiment de risquer de tout perdre lors d'une prise de parole médiatique ou digitale. Et donc le rôle du communicant, c'est ici de pouvoir lui offrir les conditions de sérénité les plus grandes possibles dans des moments où l'humain est le plus fragile. D'accord, merci beaucoup. Alors la question suivante, quelles
quelles sont les spécificités de la com politique et publique? Je suis Valérie, vous voulez en dire quelques mots? Écoutez, la com publique, vous êtes au service de l'État, en fait, ou des collectivités ou des territoires. Donc, en fait, vous êtes au service d'institutions qui représentent la nation et donc, en tant que tel, au service de l'intérêt général, quel que soit le bord et quel que soit, puisque normalement, quand vous faites de la com publique, vous pouvez être avec des gens de gauche, de droite, du centre, enfin voilà, peu importe qui est à la tête en fait, et de cette façon-là, vous êtes plutôt là pour défendre l'institution d'une façon générale au service de votre pays ou au service de la collectivité, alors que la communication politique, vous êtes beaucoup plus partisan en fait, et vous allez beaucoup plus pousser tel candidat face à tel autre, ou tel bord politique face à tel autre, ou telle proposition parlementaire, par exemple, si vous voulez pousser une proposition parlementaire face à tel autre. Mais je voudrais revenir 2 secondes sur ce qui a été dit, parce que j'ai été un petit peu surprise quand même, parce que s'il y a quelqu'un qui se méfie des journalistes et qui n'a jamais écouté aucun journaliste, c'est bien Emmanuel Macron, il me semble, en dehors de Bruno Roger Petit, qui écrit ses discours mémoriels et tout ça, parce que c'est lui ils ont bossé ensemble sur Jupiter, mais globalement, je pense pas du tout que Emmanuel Macron soit dans une posture d'écoute par rapport aux journalistes. Il est plutôt dans une posture de méfiance ou de les tenir à distance. C'est faux. Par exemple, Laurent Saïm. Je vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu pendant que vous parliez. Mais c'est pas une interruption, c'est un échange qui est constructif. Oui, mais Laurence, si vous avez remarqué, mais alors je vous réponds aussi en même temps. Laurence Saïm, elle n'est pas, que je connais très bien parce que c'était une de mes collaboratrices. Je ne doute pas que vous connaissez tout le monde. Non, mais Laurence Haïm n'est pas restée du tout et n'a pas du tout été écoutée par l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Et quant à elle, ça a été la grande déception de sa vie. Elle a détesté ça et elle est retournée aux États-Unis aussi sec. Donc, je pense que justement, c'est l'exemple du fait que Emmanuel Macron ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Alors, François Hollande, c'est un peu différent parce qu'il a toujours aimé les journalistes. Je ne sais pas si vous savez, mais il écrivait au Matin de Paris. Il avait un pseudo d'ailleurs dont le nom m'échappe à l'époque, et c'est plus des amitiés qu'il a eues avec des journalistes que des conseillers, puisque Gaspard Ganser, qui aurait dû être là aujourd'hui, qui a été son conseiller pendant près de 3 ans, est un énarque qui a travaillé à la mairie de Paris et qui est pas du tout journaliste. Et celui qui était là avant, qui est Christian Gravel, est un préfet aussi et qui n'était pas du tout journaliste. Je voulais juste rectifier ça parce que ça me semblait. D'ailleurs, si vous avez suivi les choses, vous avez vu que Emmanuel Macron a sorti les journalistes du cœur de l'Élysée parce qu'il voulait surtout pas qu'ils puissent être au courant de ceci ou de cela. Voilà. Donc la communication politique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, peut-être pas tout à fait, ou s'il y a d'autres questions. Mais en gros, une communication publique comme celle que j'ai menée au ministère des Armées, j'avais quand même, pour que vous vous rendiez compte quand même de l'importance des choses, je coordonnais 700 personnes et il y avait donc 700 personnes au sein du ministère des Armées qui étaient chargées de la communication du ministère des Armées et des armées sur le terrain. Donc, c'est juste pour vous donner l'importance de ce que ça représente. C'était en termes de réseaux sociaux, un niveau de vue, d'impression, de machin, etc., absolument considérable. Je pense que c'est la première empreinte digitale française, sincèrement, en termes de nombre de followers, d'amis, de machin, etc. Et ce sont des budgets extrêmement importants. De plusieurs dizaines de millions d'euros, voilà, plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, par exemple, le ministère des Armées, à lui tout seul, dépense plusieurs dizaines de millions d'euros pour sa communication. Et notamment, alors, c'est un point qu'on n'a pas du tout abordé et que je trouve assez intéressant, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais le ministère des Armées est le premier recruteur de France. Il recrute chaque année
J'ai plus la chiffre en tête parce que ça fait quelques années maintenant, mais je crois que c'est quelque chose comme 30 000 jeunes, je me souviens plus exactement. Et donc, et en tant que tel, je pense que vous voyez toutes les campagnes qu'il y a partout dans le métro, les campagnes d'affichage, etc., pour aller recruter tous ces jeunes et pour que la France ait suffisamment de soldats de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air à son service. Donc, vous pouvez avoir des enjeux de communication publique absolument considérables, puisque c'est là que se joue, par exemple, le fait qu'on ait suffisamment de personnes dans les armées, parce que les armées se renouvellent très rapidement, puisque pour être soldat, il faut être jeune, et donc il faut recruter en permanence. Donc, vous avez un exemple de communication publique extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement utile aussi, qui nécessite de faire des vraies campagnes de publicité que vous voyez partout. Donc, ce sont des sujets très, très importants, très passionnants et que vous pouvez faire en coordination avec des gens aussi intéressants que les chefs d'état-major de chaque armée ou le ministre directement. Merci beaucoup. Il y a une question justement de Sarah. La communication publique est-elle organisée par des concours ou un recrutement par des offres d'emploi? C'est plutôt un recrutement par des offres d'emploi. Je suis pas technicienne de ça. Je sais pas s'il existe des concours ou pas. Personnellement, je les connais pas. Nous, on recrutait vraiment par des offres qui circulent à l'intérieur des ministères, en fait. Et donc, c'est pas forcément très facile. Par exemple, si vous voulez travailler dans un ministère, il faut arriver à vous brancher sur les offres d'emploi des ministères. Donc, il y a des plateformes pour ça. Vous allez sur les plateformes des ministères qui vous intéressent. Et souvent, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les offres sont postées sur les sites de chacun des ministères, des collectivités locales, des mairies, etc. Et c'est comme ça que vous répondez. Après, il y a pas mal, évidemment, de bouche à oreille en termes de concours. Et puis maintenant, il y a tout ce qui est aussi... alors, je ne sais pas s'ils les posent sur LinkedIn ou pas, je dois dire, parce qu'à l'époque, on ne le faisait pas trop, mais peut-être qu'ils s'y sont mis depuis. Mais il y avait sur tous les sites, il y avait des job boards qui circulaient sur tous les sites. Et donc, il faut aller se balader un peu sur Internet. Je pense que c'est la façon la plus efficace. Moi, personnellement, je ne connais pas de concours, mais il y en a peut-être, je ne sais pas. D'accord, merci beaucoup Valérie. Je crois qu'on doit vous libérer. Vous avez un impératif. Absolument. Voilà. Merci à vous. Alors, ok. Et voilà, je vais vous laisser mon adresse mail. Voilà. Sur les questions. Je ne sais pas si les gens les voient. Non, ils ne le voient pas. Non, je peux. Alors, ça ne sert à rien. Bon, c'est pas grave. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour Valérie. Au revoir. Au revoir. Alors, du coup, Florian, la question 5. Comment faire carrière et par où commencer? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas se dire que l'on va faire carrière dans un métier. Il faut se dire qu'au quotidien, on va faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît, ce qui nous motive chaque matin en se réveillant. Je crois que c'est essentiel de chercher ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça que je vous inciterai toujours à tenter des choses pour savoir si ça vous plaît ou pas, avant de vous demander si vous voulez faire carrière. La carrière, elle se fera de fait. Vous n'aurez jamais de questions à vous poser sur la façon dont vous allez durer dans un métier, si tout ce que vous faites au quotidien, ça vous plaît, ça vous enthousiasme. Pour être efficace, pour ne pas compter ses heures, il faut d'abord être motivé par ce que vous faites au quotidien. Donc, tester, tenter des choses. Ça n'est pas, je crois, en pensant à faire carrière que l'on est heureux et épanoui. Ne laissez personne vous dire quelles sont les règles, surtout des gens qui ont... ou qui sont nouveaux dans ce métier, même qui ont un grand âge ou qui sont complètement désuets. Les défis du monde d'aujourd'hui ou de demain, c'est vous qui les maîtrisez.
C'est vous qui comprenez parfaitement ce que le monde de demain va être, pas ces adultes qui seront tentés de tirer des leçons parfois maladroites de leurs propres expériences ou qui vous induiront en erreur parce qu'ils vous feront reproduire les erreurs qu'eux-mêmes ont commises alors que leur ego les empêchera de voir que ce qu'ils ont fait, c'est une erreur. Et donc, je vous incite, moi, à être d'abord libre, d'être qui vous êtes, de faire ce que vous aimez. Et c'est comme ça que professionnellement, vous réussirez. Après, n'hésitez pas de manière générale. Le site de mon agence est libre. Vous pouvez, si vous avez besoin de conseils perso particuliers, si vous avez besoin de contacts, on vous ouvrira les portes, on vous recommandera des choses en fonction des questions précises que vous posez. Mais même là, d'ailleurs, n'hésitez pas évidemment à poser de manière plus spécifique des questions. On vous répondra, mais ne cherchez pas à faire carrière, cherchez à être heureux d'abord. Et est-ce qu'il faut se créer un réseau pour évoluer en communication politique ? La communication politique, contrairement à ce qui a pu être dit, c'est beaucoup de réseaux. Ça vient aussi par connaissance, y compris dans les partis politiques, y compris dans les réseaux d'anciens d'écoles, d'anciens de ministères. Et donc, partout où vous pourrez poser des questions, allez-y, posez vos questions. C'est aussi une façon d'initier un dialogue avec des personnalités qui ont une expérience, qui ont un réseau, un carnet d'adresses et qui sauront vous dire à qui vous adresser ou vers qui vous tournez pour postuler. N'hésitez jamais à écrire de manière générale au patron des administrations, au patron des services, au patron des entreprises avec qui vous aimeriez travailler. Parce que c'est aussi comme ça, avec une bonne dose de culot et d'audace, que l'on arrive à atteindre ses objectifs professionnels. D'accord. Il y a une question de Anne-Valérie. En com politique, connaître son adversaire est-il nécessaire pour connaître ses failles ? Oui, c'est nécessaire de connaître son adversaire. Je pourrais d'ailleurs vous raconter que pendant les élections présidentielles, les 2 ou 3 grandes écuries présidentielles qui s'affrontent sont systématiquement à l'origine de l'embauche de paparazzi chargés de surveiller la campagne présidentielle d'en face et le candidat d'en face pour mieux comprendre qui il est et ce qu'il fait, qui il fréquente, etc. L'objectif, c'est évidemment, lorsqu'ils le peuvent, d'avoir de l'information actualisée, mais aussi de pouvoir de pouvoir capturer les moments qui pourraient être délicats pour l'équipe d'en face. Donc oui, c'est nécessaire et c'est fait. Merci. Quelles sont les grandes évolutions du secteur ? Autant en communication politique qu'en communication publique, on a affaire à la fois à une multiplication des supports digitaux, numériques et papier. On a affaire à une mutation de l'information elle-même et à une mutation de l'environnement de l'information avec la multiplication des fake news, des deepfakes. Vous avez aussi toute une tendance à la gamification de l'information. Les plateformes comme Twitch y ont évidemment et vont contribuer largement d'y contribuer. Regardez si ce sujet de la communication politique vous intéresse. Regardez la stratégie déployée par Alexandria Ocasio-Cortez. C'est aux États-Unis un bon exemple d'audace, de prise de risque en matière de communication politique, et ça a séduit une large partie des Américains qui jusque-là étaient assez éloignés des urnes. De manière générale, on voit au-delà de la défiance, au-delà des risques comme les fake news qui se multiplient, on voit une difficulté pour les hommes politiques à se faire entendre et même d'ailleurs à se faire juste écouter. La plupart des Français n'accordent plus d'oreilles attentives aux politiques. C'est sans doute lié à la défiance, mais en tout cas, ils ont de plus en plus de mal à écouter les hommes politiques. Et donc, le grand enjeu de la communication politique et publique, c'est aujourd'hui de faire en sorte que les Français écoutent plus attentivement qu'ils ne le font aujourd'hui les discours, mais ça demande sans doute un effort aux hommes politiques qu'ils ne font pas suffisamment aujourd'hui, je trouve. C'est de changer leur discours, de parler moins souvent, mais mieux, de faire des discours moins longs, moins chiants,
et puis de parler enfin la langue des Français. C'est aussi la faute des communicants ayant participé aux dernières élections présidentielles. On peut évidemment se féliciter d'avoir gagné des élections présidentielles, mais on peut aussi constater qu'un certain nombre de communicants politiques portent la responsabilité de la défiance que les Français ont à l'égard de la parole des hommes politiques en n'ayant pas su parler la même langue que les Français ou n'ayant pas su parler des sujets qui intéressaient les Français. Lorsque vous employez des mots que les Français ne comprennent pas, lorsque vous faites des discours interminables qu'aucune mère de famille, aucun père de famille, parce qu'il a des responsabilités familiales, ne peut véritablement prendre le temps d'écouter, eh bien, vous portez la responsabilité de l'inefficacité de votre stratégie de communication. Et donc, je crois que à chaque fois que la nouvelle génération de communicants publics et politiques rappellera à son client ou à son patron qu'il faut parler moins mais mieux et lui ramènera les pieds sur terre, eh bien, on aura gagné une étape vers l'efficacité plus grande de la communication publique et politique. Merci beaucoup. Et la dernière question, quels sont vos conseils pour les futurs communicants ? De vous lancer, de ne pas écouter les mauvais conseils des vieux qui ne comprennent plus le monde dans lequel on vit, en tout cas qu'ils le comprennent moins bien que vous, de ne pas oser, enfin de justement oser de prendre des risques, de ne pas hésiter à avoir du culot, à tenter des choses, à tester des plateformes, des messages, des façons de parler. Il y a quand même une grande réticence aujourd'hui des politiques eux-mêmes à tester des choses, des nouvelles plateformes, etc. Eh bien, moi je dis, on n'a rien à perdre. Il n'y a jamais eu autant de Français qui se sont abstenus lors des dernières élections. C'est un message extrêmement clair d'échec de la communication politique. Et donc, il faut que la nouvelle génération de communicants sache ne pas reproduire les erreurs des vieux communicants politiques et publics ou des vieux publicitaires qui ont beaucoup eu les clés en France de la communication politique et puissent tenter des choses nouvelles qui ramènent les Français à la politique parce que moi je suis convaincu que les Français c'est par essence un peuple politique. D'accord, merci beaucoup. Pour les 5 dernières minutes, on va finir la présentation. Vous pouvez encore dès à présent envoyer vos questions à #AskISCOM et l'ISCOM vous répondra. Alors, les points clés pour être un bon communicant, c'est encore une fois créativité, réactivité, surtout pour les crises, être polyvalent, savoir évoluer avec son métier, être curieux, un bon rédactionnel, un très bon relationnel et savoir faire preuve de planification. Alors, quelques jobs de la communication politique. Donc, la collaboratrice, elle est chargée de mission auprès des élus et du groupe politique, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen. C'est un peu Madame Je fais tout, donc il faut être polyvalente, réactive et avoir une bonne culture de la politique et des institutions. Quant à lui, Monsieur Relation, il veille au il fait de la veille et des partenariats, il fait le lien entre l'entreprise et les institutions, et il accompagne les positions. Il faut qu'il sache bien gérer les projets, qu'il fasse preuve d'analyse et de synthèse, et qu'il ait une grande capacité à dialoguer. Et enfin, Madame Lobbying, c'est celle qui fait la veille institutionnelle, qui réalise des campagnes de lobbying pour modifier ou adapter un projet de législation. Il lui faut faire preuve d'adaptabilité et d'analyse, de rigueur et d'organisation, et avoir un très bon relationnel et un très bon rédactionnel. Alors, quelques chiffres à retenir. 25 000 professionnels exercent des métiers de la com dans le domaine public. 2000 collaborateurs parlementaires sont en France. 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur des communications et des relations publiques. Bac plus 4 et Bac plus 5, c'est souvent le niveau d'études privilégié par les annonceurs ou les agences. Et enfin, on finit avec nos coups de cœur sur la communication politique. Du côté série, que vous connaissez peut-être Baron Noir ou House of Cards. Du côté podcast, c'est 57 rue de Varennes, un podcast sur la politique très sympa. Quai d'Orsay, c'est un film que vous avez peut-être déjà vu, mais c'est aussi une BD. Couper le son, c'est un documentaire qui explique en fait tout le langage non verbal des hommes politiques, donc la gestuelle. Et Trib, c'est un livre sur les communautés et les sortes de tribus qui explique aussi comment Obama a pu arriver à la Maison-Blanche.
Bah, si je peux me permettre d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder aussi une série comme Borgen, qui doit s'appeler quelque chose comme Une femme au pouvoir. C'est aussi extrêmement intéressant pour se rendre compte de la réalité du travail du communicant politique et du communicant public. Et donc, c'est intéressant de pouvoir regarder cette série, d'abord pour l'histoire qui est amusante, mais aussi pour mieux cerner les réalités des enjeux et la pression qui peut être celle des personnalités publiques et politiques à l'égard de leur entourage et de leurs conseillers. D'accord, merci beaucoup. Puis on va finir avec la citation d'Abraham Lincoln. Écrivez quelque chose qui vaut la peine d'être lu ou faites quelque chose qui vaut la peine d'être écrit. Merci à tous, merci Florian. Merci à vous tous et encore bravo pour ce que vous faites. Merci, et puis continuez à poser vos questions à l'ISCOM. Bonne soirée. À bientôt, au revoir.